Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de ça. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Donc, bonjour à tous et à toutes. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir et de retrouver pour une 4e émission Claude Olivier, qui est venu nous présenter cette fois un livre qui s'appelle Dolorès, un roman édité aux Presses du Midi. Bonjour Claude Olivier. Bonjour Nathalie. Écoutez, je suis toujours ravi de vous retrouver, de vous revoir. En plus, maintenant je connais le déroulé, si je puis dire, de l'émission. On va prendre nos habitudes. Voilà, on a pris nos habitudes et merci de prêter et de me suivre aussi bien. Et puis, vous savez que j'apprécie toujours votre regard critique et votre analyse des livres. Et donc, je suis heureux d'être avec vous une fois de plus. Merci moi, j'ai merci parce que c'est cette fois-ci encore, avec ce livre Dolorès, vous nous donnez à connaître l'histoire d'une famille extraordinaire. Autant dans l'histoire que dans ses personnages. Enfin, c'est même plus des personnages, puisque c'est une famille qui existe. Après, je dirais la première fois qu'on s'était vus, on avait parlé d'Ombre rebelle, que je cite aussi. On était pendant la guerre d'Algérie. On s'était vus également pour Kenavo Marie-Jeanne. Oui. Un personnage local, oui. Une grande figure du début du XXe local. Et puis, il y avait eu la biographie d'Yves Rocher, grande figure aussi, là on peut dire régionale, même nationale. Absolument. Et puis cette fois, Dolorès. Donc, comment avez-vous rencontré cette Dolorès ? Vous êtes curieuse, hein ? Ah oui, parce que ça va peut-être éclairer un petit peu l'histoire de cette famille. Oui, alors Dolorès. D'abord, c'est un joli prénom, Dolorès. Hein. Ça sent le sud, ça sent l'Espagne, en fait. Et Dolorès, c'est une personne, une femme que j'ai eu l'occasion de rencontrer dans le sud, dans le Midi, dans un petit village qui s'appelle Garéoult, qui est dans le Var. Où je vais très souvent, très très souvent. Et Dolorès, je l'ai rencontrée de la façon suivante. Elle avait un petit local et elle vendait des produits régionaux locaux qu'elle avait faits. Vous savez, comme on trouve beaucoup maintenant dans les stations touristiques, mais là, c'est pas une station touristique. Donc, elle vendait des tapenades, des anchoyades, ça sent le sud, ça. Hein. Et puis, ça sent la Provence. Ça sent la Provence, et puis des confitures, et puis également le vin que faisait son mari, le rosé de Provence. Et donc, avec mon épouse, on allait, à chaque fois qu'on descendait, et à chaque fois qu'on descend à Garéoult, on s'approvisionne, on va acheter nos produits locaux, qu'on ramène d'ailleurs un peu ici, puisqu'ils font le bonheur aussi de nos amis. Et donc, on y allait plusieurs fois, on y allait depuis plusieurs fois, puis un jour, je ne sais pas pourquoi, je lui dis Dolorès, mais pourquoi vous vous appelez Dolorès ? Et elle me dit, si vous connaissiez mon histoire. C'est quoi votre histoire ? Ce qu'il ne faut pas dire à Claude Olivier. Voilà. Alors, je dis, qu'est-ce qu'elle a, votre histoire ? Vous me demandez pourquoi je m'appelle Dolorès, mais c'est trop long, je ne peux pas vous la raconter. J'ai dit, dites-moi, racontez-moi quand même un petit peu. Et c'est là, et c'est comme ça. Là, c'est le journaliste qui parle. Hein. Voilà, et je n'ai pas lâché. Je ne l'ai pas lâché, je lui ai dit, racontez-moi votre jeunesse, qu'est-ce qui s'est passé ? Et c'est là qu'elle m'a, en quelques mots, raconté son histoire. Et effectivement, au fur et à mesure qu'elle me racontait ça, je disais, mais c'est quand même assez incroyable. Et ma femme, évidemment, qui était à mes côtés, voyait ma tête, et voyait aussi les questions que je posais, et elle s'est dit, ça y est, il est en train de se brancher. Et je me branchais effectivement sur tout ce qu'elle me racontait. Et puis, elle lui dit, comme ça, dit, vous savez que mon mari écrit des livres, il est écrivain. Ah bon ? Oui. Moi j'aimerais bien, ça fait longtemps que je voudrais qu'on fasse un livre pas pour moi, pas sur moi, sur ma mère.
et pour ma mère, parce que tout ce qu'elle a fait pour moi, c'est absolument incroyable. Et tout. Bon. Et puis, donc cette histoire, je l'avais eue, je dirais, à l'état brut et en quelques phrases. Donc, ça s'arrêtait là. Et en sortant, je dis à ma femme, dis donc, c'est quand même absolument incroyable ce qu'elle vient de me raconter là. Et ma femme me dit, ah oui, c'est effectivement très intéressant. Mais je dis, puis en plus, il faudrait qu'on lui fasse un livre. Elle veut quand même un livre. Et puis, bon. Et puis, je réfléchissais, je disais, c'est quand même intéressant. Bon, puis on est retourné, puis une autre fois, non, alors, quand on y retournait, je lui reposais toujours un peu des questions complémentaires pour me nourrir un peu de son passé et de son vécu. Et à un moment donné, je me dis, il y a quand même de la matière. Et j'en parle à mon épouse, c'est ma première lectrice, et elle me suit, tout ça. Je lui dis, non, je me demande quand même si je ne ferais pas un livre. Et puis à la réflexion, et en discutant avec ma femme me dit, bah oui, mais c'est gênant quand même, parce que... c'est des gens qui sont connus, quoi. Bah oui, c'est sa vie privée. C'est son histoire qui est arrivée, c'est quand même une histoire assez personnelle. Elle ne voit pas les conséquences d'un livre que vous pourrez faire sur elle, les jalousies dans le pays. Ensuite, moi je lui dis, et j'ajoute, oui, puis en plus ça me gêne beaucoup parce que je ne voudrais pas non plus qu'elle puisse penser que j'ai envie d'exploiter sa vie. Je ne voudrais pas qu'elle puisse penser que je vais faire fortune sur sa vie, sur son dos. C'est sur son dos. C'est parce que bon, un livre, on n'en vit pas. Hein, c'est pas avec ça qu'on fait fortune. Mais dans l'imaginaire des gens, ils ont l'impression qu'à partir du moment où on fait un bouquin, ça y est, on va être millionnaire. Et je me dis, je voudrais surtout pas qu'elle puisse penser que je vais faire un livre et l'utiliser pour à la fois faire ce livre et puis éventuellement faire de l'argent à votre profit, sur son compte, à mon profit. Et donc je laisse tomber. Et puis ça dure pendant 1 an ou 2 ans, comme ça. Oui, pendant 1 an ou 2 ans, on continue à aller chez elle, j'achète toujours mes produits, j'achète toujours mon vin, j'achète toujours mes tapenades, j'achète toujours mes confitures. Et puis je ne sais pas comment c'est venu un jour, c'est elle... Ah oui, alors elle avait peut-être entendu parler des bouquins que j'avais sortis, parce que j'avais eu quelques articles sur des bouquins que j'avais... les précédents. Donc elle avait dû en avoir écho, et c'est elle qui me provoque, et elle me dit, mais alors vous voulez pas faire un livre sur moi? Ah, je lui dis, alors attendez, si vous le prenez comme ça, on va en discuter. Alors, je vais vous dire pourquoi je ne veux pas faire de livre sur vous. Et je lui dis exactement ce que je viens de vous dire. Je veux pas que vous d'abord c'est votre vie privée, donc moi je suis pudique, je veux pas non plus raconter une histoire et la livrer au grand public. Deuxièmement, je veux pas que vous ayez des ennuis, parce que si je vous fais un livre sur vous, ben vous allez être vous allez devenir un personnage public, mais extrêmement jalousé. Il faut que vous le sachiez, parce que bon, les gens ne voient pas souvent les conséquences que ça peut avoir. Je dis, vous savez, ça risque de ne pas être simple pour vous. Et troisièmement, je ne voudrais pas que vous puissiez penser que je vais faire de la rentabilité sur votre compte, sur votre dos. D'abord parce que je n'en ferai pas. Et ensuite, je ne veux pas qu'il y ait entre nous quelque chose qui puisse piper, si je puis dire, cette confiance et le respect mutuel que nous avons, etc. Il me dit, non, ça ne pose pas de problème, monsieur Olivier, ça ne pose pas de problème, mais il faudrait que vous rencontriez ma mère. Eh bien, j'ai volontiers, je vais rencontrer votre maman. Et c'est là que j'ai rencontré la maman, Antonia, une femme qui avait 87 ans, 87 ou 88, extrêmement dynamique et tout ça. Et je vais prendre le café chez elle, et elle me raconte. Mais alors, c'est extraordinaire, 87-88 ans, elle vivait là depuis à peu près dans le sud, 40 à 50 ans, depuis qu'elle était à Garéoul, puisqu'elle arrivait d'Espagne. Mais elle ne sait pas lire, elle ne sait pas écrire, et elle s'est inventé son langage, son espéranto à elle, si je puis dire, qui est un mélange d'espagnol et de français,
Encore à 87 ans. Ouais. Ah oui, elle avait conservé ses habitudes. Ah oui, oui, complètement. Elle n'avait rien changé, elle était restée telle qu'elle était. Et elle me parle... heureusement, je connais l'espagnol, je parle espagnol. Donc, quelquefois, je préférais qu'elle me parle espagnol que dans son langage... matiné un peu. Ah oui, matiné, qu'elle mettait des O partout, des S partout. Bon. Et elle aussi, elle me raconte l'histoire, comment elle a sauvé sa fille et tout. Et là, je me suis dit, j'ai la matière, j'ai le bouquin. Donc, si elle est d'accord, on va y aller. Alors, je lui dis, à Antonia, je lui dis, écoutez, je dis la même chose que j'avais dit à sa fille Dolores. Je lui dis, écoutez, moi, je veux bien faire un livre sur vous, mais je pense d'ailleurs que je vais peut-être changer les noms, je ne vais pas mettre vos noms, parce que j'ai peur que ça puisse vous poser des problèmes, et donc je peux en faire un roman, mais en changeant les noms et puis m'inspirer de votre vie, de celle de votre fille, et faire ce livre pour pas vous gêner. Ah non, vous mettez mon nom, me dit-elle. Oui, parce que quelque part, ça aurait été les spoliés de leur histoire, finalement. Exactement. Mais j'avais pas vu ça non plus. Et j'ai dit, mais Dolores est d'accord? Oui, Dolores sera d'accord, etc. Vous mettez mon nom, vous mettez les noms. Bon, j'ai dit, écoutez, moi je veux bien, mais vous en assumez la responsabilité et les conséquences. Donc, c'est parti comme ça. Avec une verve méditerranéenne, j'imagine. Oui, des éclats, une fougue extraordinaire. Et donc, on s'est donné rendez-vous, et puis il y avait nos rendez-vous hebdomadaires du petit café, le cérémonial du café. C'est moi-même qui on faisait le café, et elle me racontait son histoire. Et, à la limite, j'avais pas beaucoup de questions à poser. On démarrait, on appuyait sur le bouton, c'était parti, et j'avais plus qu'à écouter. Vous aviez trouvé le bouton on, et c'était parti. Voilà. Le seul problème que j'avais, c'était de bien comprendre. Heureusement que ma femme était là, parce que j'avais du mal quelquefois à bien saisir ce qu'elle voulait me dire. Mais j'étais étonné aussi de la précision de sa mémoire, j'étais étonné des détails qu'elle me donnait. Et en fait, si vous voulez, on dit que le roman c'est une fiction, qu'on laisse l'inspiration, l'auteur navigue, si je puis dire, dans sa pensée, dans son imaginaire. Mais là, ça tombait tout seul. Et c'est comme ça que... Il n'y avait pas besoin de naviguer. On a fait le livre de Dolores. Alors, ce livre, donc, il est quasiment pas romancé, finalement. Ah, pas du tout. Et vous avez réussi à en faire un roman. Enfin, il se lit comme un roman. C'est ça que je veux dire. Et c'est pas un roman, puisqu'effectivement, toutes les personnes citées ont existé. Oui. Mais il se lit, comme les autres livres de Claude Olivier, d'ailleurs. Merci. Même sur des sujets, je me souviens de la guerre d'Algérie, le premier qu'on avait fait, ça se lit comme un roman. Et pourtant, là aussi, c'était votre histoire, c'était votre jeunesse en Algérie, enfin, c'était des personnes, vous aviez mis en scène des personnes que vous connaissiez bien, donc même si là, vous aviez changé les noms, les faits étaient historiques, donc, et vous avez cette aisance particulière à faire des livres qui se lisent comme des romans. Écoutez, merci, ça me touche beaucoup. Mais c'est vrai ce que vous dites, dans Ombre Rebelle, j'ai changé les noms. Et c'est un peu ce que je voulais faire avec Dolores. Alors, pour les raisons que je vous ai données, et la deuxième raison, c'était aussi de m'affranchir quelque part. Il est évident que quand on change les noms, on peut se dire on est un peu plus libre de sa plume. S'il y a une imprécision, personne ne pourra venir vous la reprocher. Voilà, donc on se dit, là, on peut y aller un peu plus, puisqu'on est dans le récit romancé. Alors, et paradoxalement, là, c'est un travail de journaliste, si vous voulez. Seulement, au lieu de le faire en un article de 120 lignes ou en 2 articles de 120 lignes, on fait ça sur 250 à 300 pages. Voilà, maintenant, c'est le journaliste s'est affranchi du nombre de signes. Et, des colonnes. Et de colonnes, c'est ce qui est beaucoup plus pratique, parce que vous pouvez vraiment rentrer dans les détails. Oui. Ce que nous ne manquerons pas de faire cette semaine, puisque j'ai la chance de vous avoir toute la semaine. Donc, on va rentrer un petit... Pour l'instant, voilà, c'était
Ma curiosité allait à comment vous avez pu rencontrer cette femme qui habite en Provence et qui a une histoire quand même assez étonnante et détonnante. Et on se garde ça pour la fin de la semaine. Donc, ce sera le mot de la fin pour aujourd'hui. Donc, on laisse place à un petit peu de lecture, comme le veut le format de l'émission. Et on se retrouve demain. À demain. Merci. Claude Olivier, Dolores. L'Espagne était plongée dans la détresse et le dénuement. La population avait faim. La chasse aux républicains ou aux franquistes était ouverte. Le pays se vidait de ses enfants. Et Cortijo-Rana ne se remettait pas du deuil. Les amis de Conrado avaient pris leur distance avec la famille. Certains par conviction, d'autres pour éviter les ennuis. Une chape de silence enveloppait la propriété. Tous ceux que le défunt avait pu aider au cours de sa vie avaient soudainement disparu. La solidarité ne jouait pas en sens inverse. Dolores Riron n'avait pas la force de poursuivre les activités de l'exploitation. Les ouvriers avaient été remerciés. Elle restait prostrée et se disait impatiente d'aller rejoindre son mari. Seuls ses petits-enfants lui procuraient encore un peu de joie. Elle gardait souvent Antonia, née en 1937, une poupée espiègle qui arrivait de temps en temps à la faire sourire avec ses simagrées. Manolo, le gendre, avait préféré garder son emploi à la mine plutôt que de se consacrer à la ferme. Même s'il était modeste, le salaire garantissait une partie des besoins de la famille. Et dans sa fonction de boiseur, il se sentait utile, soutenu par les copains, donc davantage en sécurité. Dolores, sa femme, se montrait très courageuse. Son père lui manquait beaucoup, mais elle réussissait à surmonter sa douleur en entourant sa mère de toute son affection. Toutes ses journées étaient chargées. Elle n'avait pas le temps de gamberger entre l'entretien du foyer et du jardinet. L'éducation de ses nombreux enfants, elle en aura 9 au total, était sa priorité. 2 mois après le décès de Conrado, le chef de la Guardia Civile se pointa à nouveau. Cette fois, il était accompagné d'un collègue et d'un civil qu'elle ne connaissait pas. Le brigadier exécutait sa menace. N'avait-il pas annoncé le jour de l'arrestation qu'il repasserait ? « Que tal, señora ? Comment voulez-vous que j'aille bien ? Répondit la femme d'un ton plus combatif qu'implorant. Les gendarmes et le 3e homme s'installèrent sur le banc sans y avoir été conviés. Dolores Riron resta debout, comme si cette position lui donnait une certaine hauteur et plus d'assurance. « Que voulez-vous encore ?» Elle estimait qu'elle n'avait plus rien à perdre et les tenait en joue du regard. « Ne te fâche pas, brave dame, on vient juste aux nouvelles. Ne te plains pas. On n'a même pas fait de perquisition. Vous n'avez rien à faire ici. Détrompe-toi. » Le visage de Dolores se décomposa. « On a quand même des questions à te poser, » intervint à son tour l'inconnu. Dolores le fixa d'un air méchant. « Qui êtes-vous ? C'est moi qui pose des questions. Alors sortez. » Doucement, la vieille. Tu ne devrais pas être si fière. Puisque tu insistes, je vais te le dire. Je suis un élu de Puerto Llano et le responsable de la cellule du Parti communiste. Manifestement, la visite prenait une mauvaise tournure. La veuve en tremblait. L'intrus profita de l'effet de surprise pour lancer l'interrogatoire. « Les curés, tu les connaissais ? » ?»« Non, et fichez-moi la paix. »« Oh là, calme-toi. Je serai calme quand vous ressortirez. Puisque tu réagis comme ça, on va aller droit au but. » Dolores Riron blêmit. Elle s'attendait à être arrêtée sur le champ. « Ton mari a commis un crime contre l'État et il n'a pas pu être jugé. »« Parce que vous l'avez tué avant, » affirma-t-elle en lui coupant la parole. « On t'a déjà dit qu'on l'a retrouvé inerte dans sa cellule. N'aggrave pas ton cas et tais-toi. Je suis ici chez moi. Pas pour longtemps. Parce que tu l'ignores peut-être, mais les biens des traîtres et des fascistes
On les saisit. On a bien vu aussi que tu ne t'intéressais plus à ta ferme. Elle est en friche. T'as plus de bétail. C'est une honte. En ce moment, le pays a besoin de toutes ses ressources et de toutes ses forces. C'est un crime de laisser des terres en jachère au moment où l'Espagne crève de faim. Où voulez-vous en venir ? Tu dois partir. C'est du vol. La ferme ne t'appartient plus. Elle était celle de ton mari. Il voulait la transmettre à ses enfants. Trop tard. Vous n'avez pas de cœur. Montre-toi raisonnable et tout se passera bien. C'est un conseil que je te donne. Sinon, vous m'expropriez ? Appelle ça comme tu veux, mais tu n'as pas le choix. Après avoir éliminé mon mari, vous essayez de provoquer ma mort à petit feu. Je ne suis pas une idiote. Tu dis n'importe quoi. Et les 3 hommes se retirèrent sans saluer. Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mère, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de ça. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8.